Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de PL Club. Nous allons préparer ensemble la 16e journée de Première Ligue. C'est évidemment le championnat le plus compétitif au monde. Le mois de décembre est chargé et chaque week-end sera évidemment tout aussi passionnant avec une équipe alignée au complet aujourd'hui en compagnie de Julien. Merci pour la sélection, coach. Vous êtes titulaire aujourd'hui en compagnie de Philippe Daman qui va occuper le flanc gauche. Je vais essayer, mais je suis à droite là pour l'instant. C'est pas grave, à l'image vous êtes à gauche. Bonjour. Et puis Christian qui va superviser tout ça, c'est évidemment vision du jeu et sa source d'information toujours aussi précieuse. Salut Julien, salut Christian, je mélange tout, c'est pas grave, c'est bien Christian, salut. Bonsoir messieurs, je suis très content de vous retrouver. On a beaucoup de choses à dire après pratiquement 2 journées et demie, 3 journées sans se parler, puisque la semaine passée, il n'y a pas eu d'émission. Effectivement, on va quand même revenir sur le week-end dernier, messieurs. Est-ce que Liverpool, sans avoir joué, parce que le match face à Everton, ou plutôt en déplacement à Everton, a été repoussé pour cause de tempête, est-ce que c'est pas finalement Liverpool le grand gagnant, parce que à part Chelsea, les autres derrière ont perdu des points? Ouais, en tout cas, ça resitue le principal concurrent de Liverpool, à savoir Chelsea, qui impressionne de plus en plus. Donc, il faudra tenir le rythme aussi. C'est un match qu'il va falloir replacer dans un calendrier déjà extrêmement chargé pour Liverpool. C'est vrai qu'ils sont impressionnants. Moi, j'ai peur un peu pour eux, pour leur noyau, qui est un petit peu restreint par rapport aux autres grandes équipes. Pour l'instant, ils n'ont pas trop de blessés. Ça ne se voit pas pour le moment. Ça ne se voit pas. Ils sont parfaits quasiment sur tous les plans, mais il faut voir sur la durée. Ne pas enterrer Arsenal. Comme je le disais déjà, le calendrier des matchs retour, c'est beaucoup à domicile et je pense que ça aura un vrai impact. Et à un moment, Liverpool, on ne leur souhaite évidemment pas, mais à un moment, il va avoir un coup de mou. Et si Arsenal ou Chelsea peut profiter à ce moment-là, on peut peut-être connaître un autre leader cette saison encore. Alors, pas sûr, mais c'est possible. Le coup de mou, il est du côté de Manchester City, mais on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Je vous propose, avant de découvrir les matchs importants de la 16e journée, de replonger dans la 15e avec les 3 plus beaux buts. C'est parti. Here's Estupiñán. One full back to another. It's Tariq Lamptey. He goes himself and goes brilliantly. Tariq Lamptey opens the scoring in spectacular fashion. Sancho. Nice weave here. Oh, that's stunning! Absolutely stunning from Jadon Sancho. That's a foot race the Gambian's going to win. Yankuba Minte could finish it here. He's twisting and turning and still going. They are hot on the heels of the Champions League places. Voilà pour les 3 plus beaux buts, en tout cas choisis par nous, avec 2 buts pour Brighton, même si ça n'a pas permis à Brighton de remporter les 3 points. Ils se sont fait rattraper sur la fin. Comme toujours. Par Leicester. C'est vraiment une habitude devenue très embêtante à Brighton, parce qu'ils pourraient espérer beaucoup mieux en jouant comme ça, mais ils ne parviennent pas à tenir un résultat, et ça c'est quand même un problème à ce niveau-là. Ça reste quand même une des révélations, oui, on va oui, dire. Tout à fait. C'est toujours agréable à voir jouer, de toute façon. Oui, oui. Effectivement. Alors, Christian, on n'a pas vu de phase arrêtée dans les buts qu'on avait choisis du week-end dernier. Par contre, on avait fait déjà il y a quelques semaines le point sur des phases arrêtées. Il y en avait un petit peu moins que d'habitude. Est-ce qu'on peut dire que sur les 3 dernières journées, les clubs de Première Ligue ont rattrapé leur retard en termes de buts marqués sur phase arrêtée? Ah, carrément, ils ont rattrapé tout à fait leur retard parce qu'on s'était quitté avec 70 buts marqués après 12 journées sur phase arrêtée. Et sur les 3 journées qui ont suivi, bien, ils en ont marqué 32. On va le voir sur l'infographie. Regardez, c'est impressionnant. C'est pratiquement 30, 33, 35% des buts sur les 3 dernières journées qui ont été marqués sur phase arrêtée. 14 corners, 7 coups francs directs et indirects, 1 touche et 10 pénaltys. Voilà, je pense que s'il y avait une anomalie, c'était beaucoup trop peu jusqu'à présent dans ce début de saison. Maintenant, on commence à rattraper ce retard et on est vraiment maintenant compétent dans ce domaine-là. Est-ce que ça veut dire que le travail à l'entraînement, on est au mois de décembre, est-ce que c'est un travail qui a été mis en place depuis le mois d'août et qui enfin porte ses fruits ? Je pense qu'il y a des circonstances favorables et défavorables, mais il ne faut pas oublier non plus que les autres équipes travaillent aussi pour ne pas encaisser de buts sur phase arrêtée. Et donc, il faut être inventif, comme l'est souvent Arsenal.
et Aston Villa. Et donc, ils ont réussi à contrer ce manque d'efficacité au début et d'être beaucoup plus performants maintenant. L'un des principaux fournisseurs en phase arrêtée, c'est évidemment Arsenal. Vous avez même mis la photo du coach spécialiste dans les phases arrêtées, Nicolas Jauvert. Ils ont encore marqué sur corner pour aller faire un partage à Fulham. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué dans le jeu pour les Gunners. C'est un des grands changements cette saison. Oui, mais c'est ça qui est bien en fait. Je pense que chaque domaine a son utilité. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, là où ils ont toujours été très performants, le jeu dominant placé, là où ils le sont moins maintenant, eh bien, il y a une compensation, soit par l'alternance avec le jeu rapide, ce qui n'est pas encore au point, mais ils parviennent chaque fois à pouvoir compenser ce déficit par des performances exceptionnelles sur phase arrêtée. Et donc, quand ils vont rattraper ce moment et leur modèle, à ce moment-là, ils vont pouvoir dérouler et être beaucoup plus performants. Alors, vous voulez aussi, Christian, faire la différence entre le divertissement en Première Ligue et l'aspect compétitif. Et vous avez fait une espèce de classement pour voir qu'il y a des équipes qui sont spectaculaires, mais qui ne sont pas assez efficaces. Oui, c'était suite à une réflexion et c'était une opinion de Fred lors du match de Tottenham contre Manchester City. Il vantait les mérites de Postecoglou en disant voilà, c'est quelqu'un qui est là pour faire le spectacle, il veut pas le partage, c'est où on gagne, où on perd. Et ça marche dans beaucoup de cas, notamment contre Manchester City avec ce magnifique résultat 0-4. Mais après, on ne s'est pas enchaîné. Pourquoi ? Parce que, comme tous les sports collectifs, l'important d'abord, c'est de pouvoir défendre. On l'a vu souvent avec Newcastle, on l'a vu avec Aston Villa. Et dès qu'on défend mal, on est en difficulté. Regardez ce tableau. J'ai mis le classement général actuel des équipes à gauche, le nombre de buts marqués, donc ce sont les meilleures attaques du championnat, et le nombre de points pris. Et regardez Brentford et Tottenham, c'est la deuxième et troisième meilleure attaque du championnat, mais ils sont 9e et 12e. Donc le divertissement, c'est de marquer des goals, ça fait plaisir aux gens, ça fait plaisir aux téléspectateurs. Mais dans la compétition, il faut d'abord savoir défendre, prendre des points et après marquer les buts nécessaires pour gagner. Il faut trouver l'équilibre entre l'aspect offensif et l'aspect défensif. Et la meilleure manière, c'est d'avoir le contrôle sur les deux rectangles. C'est ce qu'on dit en général. Oui, et c'est renforcé encore chez Brentford parce qu'en fait, tous leurs points, ils les prennent à domicile, où ils assurent le spectacle. Il y a 5 buts de moyenne depuis le début de la saison sur le terrain, mais ils n'ont pris qu'un seul point en déplacement. Et c'est là que Christian a tout à fait raison, c'est que si en déplacement, on ne sait pas défendre, marquer des buts, ça ne sert à rien, on perd tout le temps. Et à domicile, ça peut servir parce que là, on est avec le public et Brentford, c'est un bel exemple de cette réussite-là. Maintenant, c'est ce que Christian avait dit en début de saison. Brentford marque moins sur phase arrêtée, justement, donc ils doivent être impeccables à domicile. Ils le sont, hein. C'est le moins compliqué, c'est la meilleure équipe à domicile pour l'instant. Non, c'est toujours cette réflexion sur le pouvoir et l'influence des zones techniques, des coachs et des assistants. On voit que dans des clubs, effectivement, il y a un impact. Je pense surtout les clubs où les coachs sont là depuis longtemps. Et puis, moi, j'aurais une réflexion sur Manu, où Amorim, dans sa rencontre face à Nottingham, qu'il perd à domicile, dans les 10-15 dernières minutes, il veut jouer avec 2 attaquants, très bien, il met Zirkzee, mais il enlève Bruno Fernandes, qui est le joueur qui marche sur l'eau pour le moment, qui est son capitaine, qui marque dans le match, qui est bon. Et donc, je me dis, bon, peut-être mais on voit que parfois, il y a des inspirations et que... Bon, laissons-lui le temps, c'est pas ça, mais... On aura l'occasion d'en reparler parce que Manchester United fait partie des équipes qu'on va avoir dans notre focus. On va d'ailleurs commencer par le match qui aura lieu samedi à 18h30, Nottingham Forest face à Aston Villa. On en parle après ceci. Welcome to Forest. Welcome to Forest, puisque Nottingham marche plutôt bien cette saison, 5e, ça fait partie des surprises, 5e avec 25 points devant Aston Villa, qui est juste derrière, 6e, avec le même nombre de points, mais avec un moins bon goal average. Surprise, cette équipe de Nottingham Forest ? Là, je crois que c'est un cas où, effectivement, le coach joue un rôle très important, à savoir qu'il utilise bien... Espirito Santo. C'est quelqu'un qui prépare beaucoup les matchs. Je pense qu'il avait montré déjà à l'époque à Wolverhampton. Pour la petite histoire, il avait déjà fait le coup avec Wolverhampton. Ils étaient montés en Première Ligue et il avait fait 2 saisons où ils ont terminé 7e. Ouais, parce que il y avait un système de jeu qui fonctionnait, tout le monde y adhérait. Je pense que ce qui se passe aussi à Nottingham. Le plus impressionnant, c'est eux qui ont gagné contre Liverpool. Ils ont été gagnés là-bas. Oui. C'était en début de saison. Je me souviens d'avoir commenté le match et
Vraiment, c'est l'adaptation à ce qui se passait dans la rencontre qui a fait la différence. Il a fait monter 2 joueurs très rapides et c'est ça qui fait la différence dans cette rencontre. Ils ont bien défendu, ils défendent bien en général, exception contre Manchester City. C'est un peu l'inattendu parce que c'est l'équipe qui va le moins bien pour l'instant et qui bat une des équipes qui va le mieux pour l'instant. Pourquoi? C'est 3-0. Hein, c'est 3-0. C'est un peu curieux. Il y a malgré tout un vrai noyau du côté de Nottingham. Bien sûr, absolument. Ça a mis du temps, parce qu'on se souvient qu'ils avaient transféré il y a 2 ans presque 30 joueurs. Et je veux dire, il y a Morgan Gibbs-White qui est un jeune international en qui on croit beaucoup. Bon, les Langa, les Hudson-Odoi. Donc c'est pas non plus... La nouvelle jeunesse de Chris Wood. Ouais. 10 buts, Chris Wood quand même depuis le début de la saison. Bon, ils font partie du top, ils sont dans le top 6, même si c'est plutôt en déplacement. On va le voir sur l'infographie. Forest a surtout été joué en déplacement face aux concurrents directs dans ce top 6, top 7. Regardez, avec 2 défaites à Arsenal et à City, mais ils ont quand même été gagnés à Liverpool. Ils ont pris 1 point à Chelsea et ils ont pris aussi 1 point face à Brighton. Ça veut dire aussi que les matchs retour vont se faire à domicile. Mais on sait aussi que c'est une équipe qui est, selon le style de jeu, plus performante finalement à domicile qu'en déplacement. Et ce week-end, rajoutons la victoire à Man United qui n'est pas rien non plus. Qui n'est pas dans le top 6, top 7, sûr, mais c'est vrai, je la rajoute. Vous avez bien raison, on va le voir en image d'ailleurs. Ils ont un calendrier un peu moins chargé que les autres équipes du top, puisqu'ils ne jouent pas la Coupe d'Europe, et donc ils ont la possibilité de garder une fraîcheur un peu plus longtemps. Ça serait une équipe qui fera des coups, à mon avis, comme ils l'ont fait à Old Trafford. On peut voir peut-être justement les derniers résultats, parce qu'il y a eu une bonne série, ça a été un petit peu moins bien, jusqu'à ce week-end où ils ont été gagnés à United. C'est le match dont j'allais vous parler, le 10 du 11, ils sont 3e de Première Ligue à ce moment-là. Ils accueillent Newcastle, donc tout le monde imagine que c'est le grand retour de Nottingham, qui est un club historique, moi j'ai pas eu la chance de connaître, mais des fins des années 70, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est comme ça que la presse anglaise le vendait. Et bon, c'est évidemment ce jour-là où ils se font complètement avoir par Newcastle en faisant un mauvais match à domicile. Donc, c'est pour ça, je pense que ça serait une équipe qui continuera à faire des coups. Malgré tout, on peut jamais être sûr de ce qu'on va attendre. Et on peut, loin de là, assurer un succès face à Villa. On ne sait pas, en fait. Alors, une équipe qui fait des coups, une équipe qui est admirée pour sa rigueur pour le moment, même si, Christian, elle a quand même pris 5 buts sur ses 2 derniers matchs. Non, même plus, Serge, je crois que c'est 8 buts sur les 3 derniers. Si on a les 3 buts contre Newcastle, 3 buts contre Arsenal et 3 buts contre Man City, c'est même 9, pardon. Et donc, moi, je pense que cette équipe, pour le moment, c'est une anomalie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils prennent des points, le plus de points, ils prennent à l'extérieur, et comme vous l'avez dit, ils ont un système de jeu. Il faut savoir qu'en observant, j'ai regardé toutes les possessions de balles à l'extérieur, ils sont jamais au-dessus de 35%. Donc ça veut dire en fait qu'ils sont obligés d'être très efficaces, et ils le sont beaucoup pour le moment. Et je pense qu'on le voit déjà avec le nombre de buts encaissés et un peu moins de buts marqués. Ils vont revenir tout doucement dans le rang, et c'est une équipe qui va terminer entre la 10e et la 12 ou la 13e place, parce qu'aujourd'hui, ils sont en surrendement. Et ça, c'est un peu comment expliquer, c'est un peu cet effet de cette mise en place défensive que Espírito Santo fait, mais après, quand ça va tourner un peu moins bien en termes d'efficacité, ils vont reprendre leur place. C'est un peu une anomalie pour le moment. Ouais, je partage l'avis absolument de Christian, et je dirais que face à Man U, il marque à la première minute de jeu. On n'a pas mis ce but-là parce que c'était un but sur corner, donc pas très intéressant à revoir. Et il marque à la première minute de la deuxième mi-temps. Donc je dirais presque que c'est Man U qui leur offre le succès. Carrément. Le premier coup de coin, c'est scandaleux la manière dont l'équipe de Man United ils prennent 2 coups de coin contre l'Arsenal. Le premier coup de coin de la première minute, le gardien n'est même pas dans son but. Il est en train de boire sur le côté. Personne ne prépare. Très bonne séquence de l'Europe des 11, d'ailleurs. Mais c'est hallucinant de voir ça. Ça veut dire au moins une chose, cette équipe est opportuniste. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Leur qualité, c'est de savoir profiter des faiblesses de l'adversaire au moment où elle se présente. Contre Liverpool, c'était la fatigue en deuxième mi-temps. Il faut marquer un but et après ils bloquent. Et c'est là où je dis, avec des bons jeunes joueurs, vraiment haut potentiel, si l'adversaire fait une erreur, c'est goal. C'est l'antithèse de Tottenham, Du côté de Postecoglou, on ne veut pas être pragmatique. Du côté de Nottingham Forest, on l'est à 100%. Absolument. Et il y a quand même quelques points forts. Christian, vous l'avez vu en tout cas dans l'analyse des forces offensives, ils sont numéro 1, notamment sur les tirs au rectangle, sur les buts marqués sur tirs au rectangle. Oui, et c'est là que c'est pour moi une anomalie pour le moment, parce que quand on est fort dans une option de luxe,
On l'a déjà expliqué souvent l'année passée, les 16 buts de Manchester City qui permettaient d'être la meilleure équipe sur les tirs en rectangle. Regardez ici, là, voilà, le gardien doit intervenir, il y a une opportunité. Mais voilà, ils ont marqué 6 fois. C'est la meilleure équipe avec Manchester City qui en a marqué 7 sur les tirs en rectangle. Ce sont des probabilités qui sont très basses pour marquer de cette manière-là. Mais pour le moment, c'est d'une efficacité redoutable et voilà, il faut profiter de ces moments-là. Alors voilà, ici aussi, c'est une reconversion rapide qui est un peu spéciale. Là, le ballon, il est dévié, puis je ne sais pas ce que Onana fait comme intervention, mais en tout cas, eux profitent d'une option de luxe et on le va voir encore après avec le jeu de tête. Pour le moment, c'est une anomalie, mais ils en profitent et ça rapporte des points et c'est très très bien pour le spectacle. Voilà justement les buts marqués de la tête, où là aussi Nottingham Forest est le numéro 1 au classement de la Première Ligue. Oui, et là aussi, bon, alors en Angleterre, ce n'est pas une aberration de marquer des buts de la tête. Au contraire, je pense que c'est même indispensable à un certain moment. Mais être la meilleure équipe sur jeu de tête en Première Ligue, en étant Nottingham Forest pour le moment, ben, c'est quelque chose qui est aussi une option de luxe, alors qu'on pourrait marquer au cordeau, qu'on pourrait marquer sur des face-à-face, sur des reconversions rapides. Eux, ils marquent de la tête, ce qui est quand même un exercice technique qui est quand même difficile. Mais regardez là aussi, je pense que cette équipe est en plein boom. Je crois que voilà, il faut peut-être leur demander les numéros de loto, mais ils sont vraiment bien, il faut en profiter. Mais je pense que ça va se tasser un peu dans les semaines à venir. Il faut peut-être demander le numéro des lotos à Chris Wood, parce que lui, il est en forme, on l'a vu, il a encore marqué de la tête, 10 buts, c'est le joueur, on le met chaque fois un peu de côté, il revient chaque fois en marquant des buts. Oui, et en plus, les 3 buts qu'il marque contre Manchester, c'est dans leurs 2 points forts, la tête et la frappe au rectangle. Alors Chris Wood, d'accord, hein, il a encore passé un nouveau record, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue pour le club de Nottingham. 24 buts, mais quand même, c'est déjà pas mal. Ils ont été longtemps absents en Première Ligue aussi. Je reconnais, parce qu'on en a déjà souvent parlé, que ce soit ici ou sur le plateau de l'Europe des 11, d'accord, le garçon est gentil, il sait marquer des buts, d'accord. Attention à ce que vous dites sur Chris Wood. Il y a un mais, je me souviens, et ça c'est à l'indélébile. Ils jouent la saison dernière, fin de saison, face à City. Ils peuvent relancer tout le championnat parce qu'Arsenal est juste derrière et ça ne se joue à rien. Et ils ratent 2 occasions. Je peux vous les ressortir pour ceux qui en doutent, où il est seul dans le petit rectangle. Et marquer des 11-12 buts par saison, si c'est pour rater l'immanquable face à Man City, je dis non. Alors que l'attaquant qui n'a jamais raté une occasion lui jette le premier ballon. Aston Villa. Est-ce que cette équipe va mieux ? On va voir en tout cas les derniers résultats pour Aston Villa. Une équipe qui est toujours... ils sont quoi ? C'est 6e maintenant pour le moment, toujours dans le top 6. Et pourtant, regardez la série, ça a été compliqué pour Unai Emery. Et là, on n'a que les matchs de championnat. 3 victoires sur les 10 derniers matchs et ils sont toujours 6e. 3 victoires sur les 3 derniers matchs d'ailleurs. Ouais. Mais ils ont battu Brentford, la plus mauvaise équipe en déplacement. Ils ont battu Southampton, la plus mauvaise équipe de Première Ligue. Et ils ont battu Leipzig en Ligue des Champions, qui n'a pas pris 1 point dans son groupe. Est-ce que c'est vraiment un renouveau ? Je ne suis pas absolument certain. Et que la longue série où il ne parvenait plus à gagner un match, 8 matchs était quand même beaucoup plus inquiétante que ces 3 victoires-là, à mon avis, ne sont pas si convaincantes que ça. Là aussi, inexplicable. Une équipe qui démarre bien. Peut-être le nombre de matchs, le calendrier, peut-être. Ouais, on va voir en tout cas que face aux concurrents directs, c'est une équipe qui est en difficulté, beaucoup plus que la saison dernière. Regardez, ils ont joué 3 fois contre des équipes qui sont mieux classées. Ils ont perdu à Liverpool, perdu à Chelsea, ils ont perdu à domicile face à Arsenal. Là, il faudra quand même être plus performant pour espérer faire peut-être pas aussi bien que l'année passée dans le top 4, mais au moins rester dans le top 6, top 7 pour rester européen. Oui, on a plusieurs fois Ross Barkley qui s'érige en sauveur de l'équipe. Alors, tant mieux pour lui, son retour en Première Ligue, moi, je suis très content pour lui. Mais ce n'est pas un bon signe pour l'équipe parce qu'elle ne parvient pas à dominer les matchs. Il y a quelque chose... L'entrejeu d'Aston Villa était quand même très impressionnant l'année dernière. Il ne l'est plus du tout, je trouve, cette année-ci. Je ne sais pas pourquoi. Tielemans, c'est dans une période plus difficile ou bien ce n'est pas, évidemment, tout ne repose pas sur lui? Non, mais... Ils ont perdu Douglas Luiz. Voilà, ils ont perdu Douglas Luiz. Ils ont recruté Onana qui est blessé, mais qui a aussi fait des matchs compliqués parce qu'il prenait très tôt des cartons jaunes, par exemple, dans les matchs. Je ne sais pas, il y a comme un flottement dans le système d'Unai Emery, mais je pense que Christian peut beaucoup mieux expliquer ça que moi. Alors, votre avis sur cette équipe d'Aston Villa, Christian? On l'a souvent expliqué, le système d'Emery, c'est il arrive dans un club, il met de l'ordre, il met une situation défensive en place, ça commence à fonctionner, il marque des buts
sur des reconversions rapides. Et puis après, il faut passer à l'étape suivante, comme il a fait au PSG, comme il a fait à Arsenal, où il faut faire du dominant placé, et il le fait très bien. Mais après, il y a un déséquilibre défensif qui se crée, et on revient chaque fois à la même situation. Il l'a fait avec Séville, il l'a fait avec la Villarreal, il l'a fait avec Arsenal. Voilà, c'est son modèle. Il a, à mon avis, peut-être, Fred disait, il y avait peut-être une exigence qui est tellement importante que les joueurs, à un certain moment, n'en peuvent plus et donc lâchent un peu ou jettent un peu l'éponge. Voilà, il y a énormément de difficultés, mais bon, voilà, il faut profiter de ces moments. Ils ont 2 matchs ou 3 matchs de suite où ils gagnent maintenant, qui ont des équipes plus faibles, donc ça peut un peu redonner un peu de morale et de motivation. Et il y a surtout Watkins et Duran qui recommencent à marquer, ce qui est une bonne chose pour le moment. Watkins qui est évidemment le buteur de cette équipe et puis Duran qu'on découvre de plus en plus. Il est souvent utilisé comme joker, mais c'est un joueur qui a failli partir durant l'été. Il avait déjà presque signé son transfert du côté de West Ham. Il est resté à Aston Villa et franchement c'est plutôt une bonne chose pour lui parce qu'il est mis en évidence. Mais là ils ont leurs 4 matchs de décembre pour prouver qu'ils sont sur un nouveau départ. Ils jouent Nottingham, ils reçoivent Manchester City, ils vont à Newcastle et ils reçoivent Brighton. Et surtout qu'en Ligue des Champions ils sont 6e, donc ils sont déjà qualifiés, ils peuvent terminer dans le top 8. Avec la victoire à Leipzig ils sont sûrs. Et puis c'est loin maintenant la Ligue des Champions, c'est en janvier. Donc sur papier c'est presque un des clubs qui a le calendrier le plus compliqué pour les fêtes. Absolument. Ouais. En tout cas, ce sera un match donc à suivre samedi à 18h30. C'est un match aussi historique parce qu'on a là quand même 2 anciens vainqueurs de la Coupe des Champions. C'était pas encore la Ligue des Champions à l'époque, mais Villa et Nottingham Forest étaient considérés comme les cadors du football anglais fin des années 70, début des années 80. Voilà pour ce premier rendez-vous. On passe tout de suite au deuxième, un des grands derbys de la saison, celui de Manchester. 2 superpowers of the English game, always divided amongst the very hard lines of red and blue. What about that? Fabulous goal, not to be denied, whatever it took. This could be a derby day for the ages. We've got a fresh pair of eyes overseeing this for the first time. You want to be the one to come out on top. 2 superpuissances, comme dit dans la bande-annonce, pas seulement du football britannique, du football mondial, une des plus grandes rivalités de la planète du ballon rond, mais aussi beaucoup de difficultés pour les clubs de Manchester cette saison. City est 4e avec 27 points et Manchester United est 13e avec 19 points. Pardon, c'est la pire saison, le pire début de saison de l'histoire de Manchester United en Première Ligue. Que se passe-t-il ? Dans les clubs de Manchester, c'est la crise. City, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Les 14 premiers matchs, aucune défaite, 3 nuls, un contre l'Inter en Ligue des Champions, un contre Arsenal et un à Newcastle. Depuis, une victoire en 10 matchs. Comment expliquer qu'une équipe... pu imaginer un tel écroulement pour une équipe qui domine le football anglais maintenant depuis autant d'années? Quand il y a des perquisitions dans votre club, on peut imaginer que ça déstabilise. Mais les perquisitions, on les connaissait, c'est déjà de l'année passée, ça date de la saison dernière. Ils ont quand même terminé fort, ils ont quand même réussi à battre Arsenal, ils ont bien commencé la saison. Et là, on a l'impression que... Faisons un peu de football science-fiction. Peut-être qu'ils sont au courant, qu'ils vont se faire condamner, perdre énormément de points, avoir se faire... Et là, tout d'un coup, comme ça, être méconnaissable. Si dans le club, l'information est passée... Les joueurs, ils pensent à quoi? À leur futur? La réalité, Serge, c'est qu'on regarde la compo. Moi, ça m'a choqué vraiment. Liverpool-Man City, c'est plus Man City. C'est une équipe... Quelle est la différence avec le Man City de fin de saison dernière? Parce qu'il y a De Bruyne dans le City, il y a Ederson au goal. Je veux dire, c'est une équipe type. Ici, quand il y a 4-5 joueurs qui sont à moitié au niveau du grand City, c'est plus Man City. Des noms, ces joueurs-là. Moi, je pense toujours que Ake, c'est insuffisant pour Manchester City. Je pense que Ederson, alors ok, il a fait débouler tout ce qu'on veut, ça reste le gardien titulaire avec l'équipe du Brésil. On va pas me faire croire qu'un mec qui vient de Bielefeld peut remplacer. Non. Il faut jouer un moment avec son équipe type, avec ses meilleurs joueurs, même s'ils ont des passes compliquées. C'est avec les meilleurs joueurs qu'on fait des résultats. C'est comme ça. De Bruyne aussi n'est pas à 100%, il est blessé en début de saison. Il n'y a pas vraiment eu de renfort. On voit par exemple que Nunes n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Est-ce que le noyau n'est pas assez costaud pour justement pouvoir prolonger cet état de grâce? Cette équipe
était championne sur les 3 dernières saisons avec 21 joueurs. Donc c'était clair qu'à un moment, s'il y a 1, 2... Sur les 4 dernières. Sur les 4, mais je veux dire avec 21 joueurs. 21 joueurs, je me souviens sur les 3 dernières saisons, c'est sûr. C'est vraiment un noyau étriqué. Ils ont perdu Benjamin Mendy en plus. Donc déjà qu'ils n'étaient pas beaucoup à chaque fois. Un moment. Voilà, mais je veux dire... Donc, et là, c'est effectivement, au mercato dernier, c'est pas un bon mercato. Et d'où peut-être ce que Philippe dit, peut-être qu'il savait on va pas investir alors qu'on sait que... Il y a un moment de rupture. La série de défaites, elle commence quand ils perdent en Coupe de la Ligue à Newcastle. À Tottenham. À Tottenham, pardon. Ça peut arriver. Mais après l'enchaînement des résultats, Haaland qui ne marque quasiment plus, alors qu'il est en tête largement et que tout le monde se dit, bon, ça y est, City est de nouveau parti. Personne n'en doutait. Avant cette défaite en Coupe de la Ligue, on se disait, City, c'est reparti comme en 40. Franchement, on s'est demandé s'ils allaient perdre un match sur le début de saison. Sur les 4-5 premières journées, on s'est dit, waouh, City est reparti pour écraser le championnat. Les 10 dernières rencontres, ils en gagnent 1. C'est 7 défaites avec celle de mercredi soir à la Juventus. 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Guardiola n'a jamais connu ça dans les clubs où il est passé. Non. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de se gratter la tête, se gratter le visage. Et paradoxe suprême, il re-signe un contrat de 2 ans. Oui, avant cette série. Pendant cette série. Oui, c'était au début. Oui. Paradoxalement, non, je reviens surtout, un petit bémol quand même, parce qu'avant cette élimination en Coupe de la Ligue, déjà à Wolverhampton, alors j'étais au commentaire, et il gagne à la dernière seconde, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur un corner. Et déjà là, je me souviens avoir discuté avec Jean-François Rémy et lui dire, mais regarde, Haaland, c'est pas Haaland. Haaland, il se cachait au deuxième poteau, il voulait pas recevoir. Il n'était pas bon, il était pas bon. Et ça s'est poursuivi déjà le match suivant. Et donc, oui, il a ses buts, mais dans le contenu, je pense que si on fait une fixation sur Haaland, c'est pas sa meilleure période. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a rien vu venir. Non, ça c'est clair. On est tous à se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et personne n'a pu anticiper une telle situation. Le premier à se poser des questions, c'est Guardiola, parce qu'il n'a jamais connu un tel désastre. Là, ça commence. Il y a eu des blessés, donc on aurait pu s'y attendre peut-être, mais effectivement... Alors Christian, vous avez essayé quand même de trouver un point positif dans cette série quand même assez incroyable de contre-performance. Vous avez remarqué, on disait il y a quelques semaines qu'il y avait finalement que Haaland, et encore il marquait moins, et les défenseurs... donc Gvardiol, qui était capable de marquer. Là, on voit que ça s'est un petit peu étoffé. On rappelle qu'ils ont été fait un partage le week-end dernier à Crystal Palace. Je vous écoute et quand j'entends qu'on n'avait rien vu venir, mais le fait d'avoir relevé le fait qu'il n'y avait que Haaland et les défenseurs qui marquaient sur des phases arrêtées ou en fin de match, c'était quand même déjà une anomalie. On a montré aussi que c'est une équipe qui n'utilisait plus la zone optimale de centre alors que c'était leur point fort. Ils ont marqué que 4 buts sur centre depuis le début de la saison, alors que cette équipe a toujours été leader dans ce domaine-là sur les 7 ou les 8 dernières années. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est que les joueurs de flanc commencent maintenant de nouveau à être efficaces. Donc on le voit avec Bernardo Silva, on le voit avec Jérémy Doku à l'assist et au but, on le voit avec un centre de Nunes pour Haaland et Bernardo Silva pour le dernier but de Rico Lewis. Donc ces joueurs-là commencent à nouveau maintenant à devenir efficaces. Et ça, c'est très important dans le système de Manchester City parce que si vous voulez jouer haut, vous êtes obligé de passer par les flancs et ce sont les flancs qui deviennent en fait les meneurs de jeu. Et là, c'est très bien parce qu'on revoit des choses qu'on voyait avant, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas uniquement sur leurs flancs, ils viennent se positionner dans le centre du jeu et ils sont efficaces pour donner la dernière passe ou pour marquer, comme on l'a vu avec Doku, où on a souvent critiqué le fait qu'il n'avait pas de stats. Mais là, il a quand même prouvé dans ses derniers matchs qu'il avait un assist et un but. Donc, on retrouve ces joueurs de flanc et ça, c'est de bonne augure pour la suite. Ce qui a beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Christian. Il l'avait souligné déjà depuis le début de la saison qu'il y avait des changements, mais des changements comme ça ne présupposent pas forcément que l'équipe va être désastreuse comme elle l'a été. Et ce qui a en plus changé, c'est la défense. Oui. C'est le nombre de buts encaissés qui sont de manière vraiment très surprenante. Alors c'est normal qu'une équipe qui joue aussi haut, Guardiola, il a toujours encaissé des buts avec Barcelone, avec le Bayern, avec City, c'est normal. Mais après, ils en marquaient 5 facilement derrière. Là, ils en ont encaissé 21 depuis le début de la saison. C'est ça qui est absolument étonnant. Christian voulait qu'on isole aussi un but encaissé à Palace il y a quelques jours, où il y a cette obsession de vouloir avoir une ligne défensive. C'est un petit peu la même chose du côté de Tottenham et d'Ange Postecoglou, d'avoir une ligne défensive qui se rapproche le plus possible de la ligne médiane. Ouais, c'est le premier but. Oui, et c'est pas étonnant de revoir cela à Palace parce qu'en fait, je pense qu'il ne veut absolument pas s'adapter par rapport à ces problématiques. Ça fait 3 semaines ou 4 semaines de suite qu'on montre chaque semaine
la même manière d'encaisser un but, c'est-à-dire, je ne sais pas, ce phénomène de mode, on en a discuté avec Philippe dans un Goal of the Day et avec d'autres collègues. Aujourd'hui, c'est comme si ce phénomène de mode de passer à la mauvaise sortie de balle, maintenant on est passé avec un bloc équipe tellement haut et Postecoglou en fait les frais, être à 2 mètres de la ligne médiane avec le porteur du ballon qui peut donner un ballon profond et ne pas être attaqué. Je ne comprends pas la logique qui est derrière et je ne sais pas ce qu'on essaye de prouver à travers ça, à part se mettre en difficulté. Ouais, en tout cas, il faudra certainement régler des problèmes à ce niveau-là aussi, parce que défensivement, on a l'impression que c'est une équipe qui joue le maintien pour le moment. Oui, mais c'est ce que Christian, vous nous avez dit ça très souvent aussi, c'est qu'à un moment, même chez Guardiola, il n'y a pas de plan B. Et on joue toujours aussi haut en se disant on va finir par marquer tellement qu'on ne va pas perdre. Alors, on est tellement dominant dans le jeu qu'on finit par il n'y a pas de plan B, on ne change pas. Soyons optimistes. De Bruyne est de retour, il joue à domicile, c'est un gros match. Je pense qu'on va retrouver l'ADN City après contre Palace, week-end. De Bruyne, deux passes géniales, dont une à Haaland avec le gardien qui sort, qui la prend en plein visage, c'est pas goal. Le match peut tourner complètement différemment aussi, avec une équipe pareille. Mais voilà, le foot est fait de ça aussi. Donc l'important, c'est de se créer des occasions. C'est ça que je voulais vous dire avant. C'est que Haaland n'en avait plus. Il marquait beaucoup, mais en fait, il recevait plus beaucoup de ballons. Finalement, il avait un ratio très moyen. Alors, si Manchester City est en souffrance, on peut dire que Manchester United est malade. Départ de Ten Hag, arrivée d'Amorim. Et là, on voit que ça commence déjà à se compliquer. Ils perdent leurs 2 derniers matchs, dont le week-end dernier à domicile, on l'a vu, face à Nottingham. Les résultats qu'ils avaient fait à l'arrivée d'Amorim, c'était l'arbre qui masquait la forêt. Il avait bien choisi son calendrier, puisqu'il joue en déplacement à Ipswich, c'est un but partout. Il joue à domicile face à Everton, il gagne 4-0. Et entre-temps, il joue un match en Ligue des Champions face à Bodo Glimt. Et je l'ai fait. Franchement, il s'en sort très bien. C'était une preuve d'intelligence de sa part. Mais non, je n'ai pas dit le contraire. Ouais. Mais après, stratégique, il y a un coach. Après, il y a 2 matchs sérieux qu'il doit aborder, et c'est catastrophique. Donc je rebondis sur cette défaite face à Nottingham, 2-3, avec ce bilan qui est quand même face aux équipes du top de 0 points. C'est pas une équipe du top 6 ou du top 7 cette saison, ça c'est sûr. Ils prennent 2 points dans les matchs qu'ils ont disputés jusqu'à présent face à ces concurrents-là. Mais donc je voulais vous dire que, je vais me répéter, mais ils encaissent tout début de première mi-temps, tout début de deuxième mi-temps. On est dans des moments, si là, le coach peut avoir un impact, c'est dans ces premières minutes-là. Restons en place, je sais pas... Amorim a été présenté comme un sauveur, mais il n'a pas énormément d'expérience. Il n'a pas d'expérience du football anglais. Il a passé quelques années au Sporting. Il a fait un miracle. Il a fait un miracle au Sporting. Voilà. Certes, mais dans un championnat qui n'a pas le même aspect compétitif. Et le Sporting s'effondre en plus depuis qu'il est parti. C'est vrai. Ils ont perdu tous leurs matchs de Ligue des Champions. Après, je sais pas trop. Ils avaient fait des bons résultats en Coupe d'Europe aussi, mais était-il taillé pour devenir comme ça le successeur dans une équipe en crise? Et d'ailleurs, il y a pas mal de remous du côté de Manchester United. Vous avez peut-être entendu que Dan Ashworth, qui avait été débauché à Newcastle, qui avait même fait un préavis de plusieurs mois, qui est arrivé au mois de juillet, le gros contrat, le sauveur selon Radcliffe, celui qui allait arranger parce que c'est un spécialiste, un des meilleurs au monde pour les transferts, etc. Il est parti déjà. D'un accord mutuel, c'est ce qu'ils disent. À mon avis, il a été viré tout simplement. D'après ce qu'on sait, il n'aurait pas été d'accord avec le recrutement d'Amorim. Il aurait préféré un Anglais, Southgate, ou quelqu'un du cru du football anglais, en tout cas. Donc on continue sur la même lignée. Amorim ne peut pas changer grand-chose parce qu'il peut venir, lui, avec des nouveaux systèmes, enfin son système à 3. Déjà, il n'a pas ses joueurs, parce que tous les joueurs qui sont là sont arrivés l'été. C'était des joueurs à Ten Hag, avec pas mal de Néerlandais ou des joueurs qui sont passés par l'Ajax. Donc ça reste compliqué quand même comme situation. Ouais, mais bon, moi je crois qu'il y a un matériel humain qui fait qu'ils peuvent le faire, mais ça va prendre un peu de temps et c'est normal. Christian, votre opinion sur l'état actuel de Manchester United? J'ai quand même observé en fait depuis son arrivée, je voulais voir un peu quelle était la possession de balle, et il y a quand même quelque chose de positif par rapport à Ten Hag, c'est quand même que dans les possessions de balles, il a quand même été toujours au-dessus de 50%, et contre Ipswich c'était 60%, contre Everton c'était 60%, et contre Nottingham Forest c'était 71%. Donc il y a quand même une volonté d'avoir le ballon, et je l'ai observé aussi en regardant le modèle du Sporting Portugal. Ça passe par les flancs, ça donne des centres, et ça vient se présenter de deuxième ligne. Donc je pense qu'on va arriver tout doucement vers ce système-là. Maintenant, il va falloir être efficace derrière, et surtout
il va falloir avoir cette transition de passer d'une équipe qui jouait dans des transitions rapides, dans des face-à-face, dans des ballons profonds avec un bloc équipe bas, à une équipe qui va jouer plus haut. Mais on faut laisser le temps parce que ça, c'est quand même, à mon avis, quelque chose de positif dans l'envie d'avoir la possession de balle. Faut laisser du temps, mais pas trop, notamment sur les buts encaissés sur phase arrêtée. J'ai pas l'impression qu'Amorim ait trouvé la solution parce qu'ils encaissent notamment beaucoup de buts sur corner depuis l'arrivée en tout cas d'Amorim. C'est risible. Et puis, si nos téléspectateurs ont suivi le match contre Arsenal, je veux dire, Jean-François l'a expliqué à plusieurs reprises. On ne savait pas si c'était si c'était un marquage en zone, un marquage individuel, un mix. On ne sait pas en fait. Mais en tout cas, c'est qu'ils n'ont pas la solution. On le voit sur cette image ici. On ne sait pas les joueurs, je ne sais pas quelles sont les instructions qu'ils reçoivent pour défendre, puisque si on travaille en zone et qu'on défend en zone, il faut défendre la zone qui est devant soi. Or, il n'y a aucun joueur qui prend la zone devant soi. En fait, ils sont tous à l'arrêt et je crois qu'ils avaient subi entre 11 et 13 corners. Ils auraient pu être 11-0, 13-0, tellement chaque corner était une difficulté. Et la semaine passée, le premier but qu'ils prennent contre Nottingham Forest, c'est encore un but sur corner. Donc là, autant il y a des staffs qui travaillent pour essayer de marquer sur corner, mais il faut aussi avoir des staffs qui travaillent pour essayer d'éviter des buts sur corner. Et là, pour le moment, à Manchester United, ce n'est pas le cas. Christian voulait mettre aussi l'accent sur les buts encaissés sur jeu dominant placé par les Red Devils. Oui, parce que là, ça c'est aussi un peu paradoxalement par rapport au modèle et au système de jeu. Regardez, il y a une récupération de balles. L'équipe est en place, il y a 6 joueurs qui sont derrière le ballon et malgré tout, il y a une sorte de recul-fuite alors qu'il n'y a pas raison d'être parce qu'ils sont en supériorité numérique. Et là aussi, cette équipe est dans le rectangle en place. Et là, contre une équipe comme Nottingham Forest, en fait, qui, on l'a vu, n'avait, je crois, un peu moins de 32 ou 31% de possession de balle, sur les occasions où ils sont en jeu dominant placé, ils marquent. C'est quelque chose qu'il faut corriger comme les corners. Soyons positifs, il y a quand même une bonne énergie, il y a des joueurs de qualité et effectivement par rapport à Tenac, je trouve que c'est flagrant, notamment avec un Dalot. Je trouve que l'exemple de Dalot est très précis parce que Dalot ne montait jamais au-delà de la ligne médiane sous Tenac, alors que c'est un joueur avec le Portugal, vous le voyez toujours offensif. Et là, dans ce couloir maintenant, dans cette position-là, on a un vrai apport. C'est la même chose du côté droit avec un Diallo qui est très très bon en ce moment. Donc il y a des sources de satisfaction. Alors ça, c'est une bonne transition parce que Christian a aussi repéré les stats plutôt intéressantes d'Amad Diallo. Oui, il y a, comme dit Julien, je pense qu'il y a une bonne connexion pour certains joueurs offensifs. Il y a Marcus Rashford qui a commencé à marquer, mais il y a surtout Bruno Fernandes et Diallo qui donnent énormément d'assists. Et le joueur en forme du moment, c'est justement Amad Diallo avec un nombre incroyable d'assists depuis la fin novembre. C'est bien de voir des joueurs qui prennent des responsabilités parce que voilà, dans une équipe comme Manchester United, il faut aussi avoir des joueurs qui prennent en main la première étape du ballon, comme on la voit ici, mais qui en plus viennent se présenter, se projeter vers l'avant pour donner des passes décisives. Voilà, il fait un travail magnifique. Il est en super forme pour le moment. Il faut profiter de la forme des joueurs au niveau du timing, parce que quand l'équipe ne fonctionne pas bien, parfois ce sont des joueurs qui individuellement font la décision. Je ne sais pas ce qu'en pense Christian, mais je trouve que c'est intéressant des joueurs offensifs qui ont un profil où ils défendent en avançant, ce qui est quand même relativement rare, et donc ils grattent du ballon, mais très souvent et très très haut sur le terrain, et on le voit dans les images, ça va souvent sur un but. Oui, on peut dire aussi que Diallo est taillé pour jouer les reconversions offensives. Vous dites, Christian, que ce n'est pas vraiment le modèle d'un Amorim qui aime bien avoir le ballon, mais on se dit qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant aussi à faire avec lui et l'utiliser aussi sur les reconversions. Oui, mais le but d'une équipe, c'est d'avoir un plan A avec des joueurs et une conception collective qui permet de marquer des buts. Mais après, il faut l'alternative. Et l'alternative, c'est la reconversion rapide, c'est les phases arrêtées. Et donc, chacun, en fait, doit avoir un rôle et doit pouvoir compenser un certain pourcentage dans l'efficacité. Et si Diallo est la personne qui va compenser le problème de reconversion rapide, c'est génial. À Bruno Fernandes, à Rashford, à d'autres joueurs de mettre en place l'efficacité dans le jeu dominant placé.
Alors un derby, ça reste toujours un match différent des autres. Finalement, la forme des derniers matchs ne compte plus vraiment parce qu'il y aura énormément d'intensité. Attention que United reste quand même sur des bons résultats face à City. Ils les avaient battus en finale de la Cup la saison dernière. Ils les ont battus, mais c'était au tir au but aussi dans la Community Shield. Mais City avait pris 6 points sur les 2 matchs la saison dernière de championnat. Le paradoxe, c'est que United est une équipe qui est plus efficace quand elle est dominée. Et elle va être dominée parce qu'il y aura la possession de nouveau de City. Et comme on l'a dit, en contre, ils sont assez bons. C'est un dominant placé sur phase arrêtée. Ils ne marquent pas grand-chose, pas assez. Mais en contre, ils sont plutôt bons parce qu'ils ont des joueurs rapides pour jouer les contres. La forme du jour et pour moi l'équipe qui joue à domicile quand même dans ce genre de match. Et vous rappelez le match incroyable la saison dernière avec ce 0-1 de Rashford, avec cette frappe surpuissante. Il pouvait incroyable marquer un but pareil dans un derby pareil. J'espère qu'il y aura en tout cas autant de spectacles. Le derby de Manchester reste un des grands moments de la saison et ce sera à suivre dimanche à partir de 17h30. Et on en profite pour voir tous les rendez-vous du week-end. Ça commencera samedi avec Goals of the Day, pas de match à 13h30 samedi, mais bien Goals of the Day avec vous. Oui, avec Liverpool-Fulham qui sera le match fil rouge. Et puis on suivra aussi de très près Arsenal face à Everton qui se joue en même temps. Le samedi 18h25, Nottingham face à Villa. Le dimanche assez copieux. Ce sera un véritable Super Sunday. On commencera avec Brighton Palace, face à Crystal Palace, un des derby méconnus de la Première Ligue, parce qu'il y a une grosse rivalité entre ces deux clubs et surtout entre les supporters. Le derby de Manchester, c'est dimanche à 17h20. Et puis Chelsea face à Brentford, c'est à 19h55. Horaire un petit peu habituel, il y aura même 2 matchs. Tottenham joue aussi en même temps. Et puis attention, il y a Bournemouth-West Ham, ça c'est lundi à 20h55. Et on doit faire attention parce que ce sont des matchs qui ont été inversés suite au match de la Coupe de la Ligue qui se joue entre Arsenal et Crystal Palace qui ont lieu mercredi, je pense. Donc le lundi soir, ce sera bien Bournemouth face à West Ham et Brighton Crystal Palace a été déplacé au dimanche après-midi. Voilà, on a fait le tour. N'oubliez pas de nous suivre sur les différents médias sociaux et n'oubliez pas surtout de suivre Christian et la communauté Vous Sport World, si vous n'y êtes pas encore. Voici le QR code pour donc participer à ces débats toujours très intéressants avec Vision du jeu et avec Christian. Merci Julien. Merci à vous. Merci Philippe. Merci Serge. Merci à Christian. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pied le Club. Et en attendant, profitez bien surtout de ce week-end de Première Ligue. À très bientôt. Bye bye.